sur TV5 Monde pour votre nouveau numéro de kiosque, le rendez-vous de la presse francophone et internationale. Au sommaire, cette semaine, le défi migratoire des réfugiés refoulés à la frontière franco-italienne et un mur bientôt en construction en Hongrie. L'Europe est-elle en train de se transformer en forteresse ? Waterloo, 200 ans après, pendant qu'on rejoue la bataille, la France, elle, joue aux invités absents. Waterloo et l'Europe. Waterloo et surtout Napoléon. Alors, défaite glorieuse ou alors victoire posthume. La messe écolo édite dans son encyclique Laudate Si, le pape invite l'humanité à moins consommer pour mieux protéger la planète, l'environnement, nouveau bâton du pèlerin François. Une tartine chocolatée qui passe mal entre l'Italie et la France. La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, accuse puis s'excuse. La bataille de la pâte à tartiner a bien failli avoir lieu. Alors pour en parler, je vous présente nos kiosqueurs du jour. Tout d'abord Eva Morletto, correspondante à Paris pour le magazine italien Famiglia Cristiana. Philippe Moreau-Chevrolet, chroniqueur pour le site du Huffington Post. Luca Niculescu, rédacteur en chef de RFI Roumanie. Il est de passage à Paris, il nous fait le plaisir de faire escale dans Kiosque aujourd'hui. Johnny Bissakonou, journaliste centrafricain, également blogueur, très actif sur les réseaux sociaux. Et puis, avec nous depuis Bruxelles, nous sommes très heureux aussi de l'accueillir, c'est Pierre Kroll, qui signe chaque jour le dessin du soir de Bruxelles, également chroniqueur et animateur chez nos amis de la RTBF. Merci à tous d'être avec nous. Tout de suite, retour sur des images qui nous ont choqués. Ça se passe en Europe, une Europe décontenancée face aux défis migratoires. Une Europe qui pourrait donc bien ressembler de plus en plus à une forteresse. L'homme se débat. Appréhendé par 3 carabiniers, ce migrant érythréen refuse de monter dans la voiture. La police italienne intervient au petit matin pour arrêter les migrants éloignés du groupe. Celui-ci a réussi à s'enfuir. Il regagne en courant le bord de mer. La police ne le poursuivra pas. Au total, une vingtaine d'hommes sont emmenés manu militari par les forces de l'ordre. Mais l'opération tourne court. Le reste des migrants fait corps et reprend le slogan « Nous ne retournerons pas en arrière ». Avec de plus en plus de barbelés à ses frontières, l'Europe est-elle en train de se barricader ? Sur ces plaines qui séparent la Serbie de la Hongrie, des centaines de migrants pénètrent dans l'Union européenne sans peine. Mais bientôt, se dresseront ici des palissades de 4 mètres de haut, 175 km de frontières grillagées et aiguisées. Voilà, une clôture donc bientôt en construction en Hongrie et puis aussi surtout ces images d'une violence terrible cette semaine. Ça se passait à Vintimille. Donc aujourd'hui d'ailleurs François Hollande et Matteo Renzi déjeunaient ensemble en Italie à l'occasion de l'Expo universelle de Milan. Matteo Renzi qui il y a une semaine avait lancé sous forme de menace un appel à l'Europe pour dire qu'il lui envisageait un plan B qui serait de fournir des visas temporaires et exact. Que ce plan pourrait faire mal à l'Europe. Comme le dit la Repubblica cette semaine, on assiste, Eva, à la bataille des frontières. Exactement. Donc, on a une sorte de balai entre France et Italie en ce moment où la France est accusée par l'Italie de trahir Schengen, donc d'imposer un contrôle unilatéral aux frontières. Et de l'autre côté, l'Italie accuse la France d'abuser du règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, en fait, est mal interprété en ce moment par la France, et notamment par les déclarations du ministre Cazeneuve, le ministre des Intérieurs, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, le règlement de Dublin ? Donc, il faut demander... Arrive, exact. Chaque migrant qui arrive doit demander l'asile à l'endroit où il débarque. Sauf que si ce règlement est mis en place juste parce qu'il y a dans l'Europe une série de ponce pilates qui disent bon, ils arrivent en Italie et en Grèce et nous on s'en lave les mains, c'est pas logique. Et donc il y a une sorte d'abus. C'est l'Italie qui accueille exactement, parce que le but principal de ce règlement, c'était d'empêcher le jumping, c'est-à-dire quand un migrant arrive en Europe, pour empêcher qu'il puisse demander l'asile, le statut de réfugié politique sur plusieurs pays
contemporainement. Donc ça, c'était pour simplifier les choses, alors que là, on voit que ça se complique nettement. En plus, il y a des accusations de la part de certains bénévoles de la Croix-Rouge italienne qui disent que la France, non seulement il a repoussé ceux qui voulaient passer la frontière, mais il a aussi renvoyé des clandestins qui étaient déjà installés en France, notamment des mineurs. Parce que le problème, c'est ça. Cazeneuve dit qu'il faut installer en Italie des centres de détention, pour voir qui a les droits. Et faire le tri. Sauf que ce tri, ça fait des années que l'Italie le fait. Et c'est très compliqué. C'est un boulot titanesque parce qu'il y a énormément de migrants qui arrivent sans aucun document. Donc, on ne sait même pas de quel pays ils arrivent. Il y a des mineurs ou des majeurs, donc il faut faire la distinction. Il y a des migrants qui ont un casier judiciaire à leur pays. Et donc, faire ces tri est un boulot que l'Italie toute seule ne peut pas avoir. Et il y a déjà eu plein de complications sur ce programme, notamment celle de la marine qui a été mis en place en Méditerranée pour le patrouillement des côtes. Entre 2013 et octobre 2014, il y a eu Mare Nostrum qui était entièrement géré par l'Italie, qui a donné des résultats parce que c'était fait avec le but de sauver des vies et d'arrêter les passeurs. Ces buts ont été plus ou moins atteints. Depuis octobre 2014, sur la pression de Berlin qui disait que Mare Nostrum facilitait le passage, donc il a été mis en place Triton par Frontex, donc par l'agence de contrôle des frontières, dont le but n'est pas celui prioritaire de sauver des vies, mais celui de contrôler les frontières. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que les moyens mis en place, les navires sont plus petits, ils peuvent aller moins au large vers les côtes libyennes. Et résultat, il n'y a jamais autant eu de morts en Méditerranée depuis ce moment. Il faut bien trouver une solution. Que dire de ce double discours de la France, Philippe Moreau-Chevrolet? Le plan présenté par le ministre Cazeneuve cette semaine a été jugé timide par une partie de la presse. Humanité et fermeté à la fois, c'est un peu... J'accueille et je tape. C'est pas que la France, parce qu'on se souvient que Cameron avait dit aussi on veut bien que les migrants soient pris en charge, mais par contre ils doivent l'être dans les pays limitrophes de l'endroit où ils arrivent, donc surtout pas en Grande-Bretagne. Donc tout le monde essaye d'éviter en fait de prendre sa juste part, comme disait Michel Rocard, de l'immigration et du problème, parce qu'en réalité on est sous pression en France comme dans tous les autres pays européens de l'opinion publique, et que ce gouvernement socialiste en l'occurrence est sous pression comme les autres, et il ne va pas faire de gestes particuliers pour faire une politique migratoire plus souple. Au contraire, on est en train de tout restreindre, tout verrouiller. Donc on expulse aussi des gens en plein Paris, devant les caméras, manu militari. Donc on n'est pas du tout dans une séquence politique qui, dans les pays européens, favorise une réception, je dirais, apaisée, intelligente, partageuse du problème. On est très tenté, au contraire, de laisser l'Italie se débrouiller avec ça, d'autant plus que c'est finalement prioritairement le problème de l'Italie. Voilà. Il se trouve que l'Italie est au bord de la Méditerranée, au mauvais endroit. Alors, autre événement cette semaine, cette annonce de la Hongrie, donc, qui envisage de construire ce mur. Je me tourne vers vous, Luca. La Roumanie n'est pas très loin de la Hongrie. Il y a aussi peut-être un projet de clôture du côté roumain. La Roumanie qui est européenne depuis 2007, mais qui n'est pas dans l'espace de Schengen. Qui n'est pas dans l'espace de Schengen et qui veut adhérer à l'espace de Schengen. Je n'ai pas entendu de projet. Et je pense que ça serait contre-productif pour les Roumains qui veulent des frontières ouvertes, parce que justement, ils veulent rentrer dans l'espace de Schengen, de commencer à dresser des barrières. La Roumanie, qui est un pays limitrophe et avec la Serbie et avec la Hongrie, et c'est un projet qui inquiète beaucoup. C'est pas complètement surprenant venant de la part de Viktor Orban, parce qu'il avait eu déjà des déclarations dans ce sens il y a quelques semaines. Mais c'est quand même très, très inquiétant, parce que c'est pas dans le sens où la Roumanie voudrait que l'Europe va. Elle aurait dû adhérer à l'espace de Schengen il y a 5 ans. Elle n'est pas adhérée pour des raisons plutôt politiques, parce que sinon elle gère assez bien ses frontières extérieures. Et par rapport à ce que vous disiez sur les migrants, la Roumanie a un autre problème avec l'Ukraine. C'est un autre point de passage également. Il y a une crainte que les migrants arrivent par là, des migrants ukrainiens à cause de la guerre ukrainienne, la Roumanie qui partait à 650 km de frontière avec l'Ukraine. Alors la presse serbe a vivement réagi cette semaine à ce projet hongrois. La Serbie n'est pas un camp de concentration, nous dit un journal serbe. Il existe déjà des camps, mais de détention
situation dans ces pays voisins. La Roumanie doit accueillir déjà des migrants? Oui, la Roumanie accueille déjà des migrants. À Timișoara, il y a un centre d'accueil de migrants. C'est-à-dire qu'elle est assez protégée par rapport Qui le finance à d'autres pays. C'est le gouvernement roumain, mais c'est aussi l'Europe. Mais elle est assez protégée parce que avant que ces migrants arrivent en Roumanie, ils doivent passer soit par la Serbie, soit par la Bulgarie. Entre la Bulgarie, la Serbie et la Roumanie, il y a le Danube, donc c'est assez difficile à franchir. Donc les migrants qui arrivent et les réfugiés qui arrivent en Roumanie, ils arrivent plutôt en traversant la Turquie et puis la mer Noire, ils arrivent sur les côtes roumaines, mais c'est bien sûr sans commune mesure avec ce qui se passe en Méditerranée. Actuellement, la Roumanie doit accueillir entre 2 et 3 000 migrants, pas plus. Alors, je poursuis mon tour de table. Johnny Bissakounou, vous venez de Centrafrique. À travers ces parcours de migrants, est-ce que vous reconnaissez un petit peu votre histoire, puisque vous avez dû fuir aussi votre pays qui était en guerre et sous tension il y a quelques années? Encore aujourd'hui, la situation n'est pas tout à fait réglée. Quand vous voyez ces images, quelle est votre réaction de cet homme qui marche dans les rochers, là, prêt à tout pour échapper aux forces de l'ordre? Déjà, heureusement que c'est pas exactement la même situation qu'en Centrafrique. C'est vrai qu'en Centrafrique, il y a la guerre, mais après, l'Érythrée, c'est quand même une dictature militaire depuis 20 ans, dirigée par une main de fer par Farayas Afewerki, qui est chef militaire, chef de guerre, chef du parti unique du pays, Asmara, qui est vraiment... qui bafoue tous les droits humains, toutes les libertés individuelles. Ces jeunes, ils fuient en fait le service militaire à durée indéterminée et tout. En 2012, le ministre de l'Information érythréen profite d'une mission en Allemagne pour s'exiler. Un athlète qui représente l'Érythrée aux Jeux Olympiques à Londres, qui a demandé l'asile. Chaque année, des membres de l'équipe nationale de football qui ont la chance de sortir du pays, ils en profitent pour demander l'asile politique. Et donc, pour l'Érythréen lambda qui essaie de sortir de l'Érythrée, c'est déjà, ça tient presque de l'exploit s'il arrive à franchir les frontières de l'Érythrée et à parvenir jusqu'en Europe, parce que déjà, les gardes-côtes ont l'autorisation de tirer à vue. Ensuite, quand ils traversent la frontière, qu'ils arrivent au Soudan ou dans le Darfour et tout, ils sont souvent kidnappés, vendus, revendus plusieurs fois. Avant, c'était la filière du Sinaï, une zone de non-droit entre l'Israël et l'Égypte. L'écrasante majorité de ces migrants érythréens finissent souvent dans des fosses communes, ceux qui ont la chance de parvenir en Europe, c'est vraiment des héros. Ensuite, il y a eu, après justement la guerre en Libye, le passage libyen qui est privilégié aujourd'hui. Et moi, ça m'écoeure, par exemple, d'écouter un certain Sarkozy avec son allégorie de fuite d'eau, parce que quand même, moi, ce que je veux quand même dire, c'est que la guerre a un coût. Et les pays de l'OTAN, avec leur politique va-t-en-guerre, qui ont été quand même à la base on pourrait dire que si ce n'est pas la résultante, mais c'est quand même un dégât collatéral de la guerre en Libye, cette brèche dont on parle. Donc, Johnny, si on fait une guerre, il faut la mener jusqu'au bout et faire en sorte que les conséquences de cette guerre... On va revenir justement, Johnny. On a l'extrait, évidemment, parce que cette déclaration de Nicolas Sarkozy a fait couler non pas beaucoup d'eau, mais beaucoup d'encre, et a suscité pas mal de réactions et pas mal de polémiques. On l'écoute. C'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit, j'ai une solution. On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. L'autre quart dans la chambre des parents. Et si ça ne suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants. Philippe Moreau-Chevrolet, votre réaction, c'était une mauvaise blague ou un dérapage
Non, c'est accablant parce que... C'est juste du Sarkozy, si on peut dire c'est du ça comme ça. Sarkozy 2017, c'est-à-dire que c'est un Sarkozy qui va aller chercher l'électorat Front National comme il avait commencé à le faire en 2012, mais d'une manière un peu différente, avec de l'humour. Donc il fait beaucoup de stand-up en ce moment, Sarkozy. Il fait beaucoup de petites blagues avec son public, qui est un public acquis. Là, en l'occurrence, je crois qu'on est à Nice, donc les Niçois... c'était dans le Val d'Oise, mais c'était devant des militants du parti Il a déjà républicain. fait la blague. En fait, il a fait la blague. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la 10e fois qu'il l'a fait, qu'il l'a testé en meeting. Donc c'est quelque chose de naturel pour lui. D'ailleurs, il réfléchit même pas, il l'a fait comme ça. Et c'est une espèce de façon de faire passer les idées d'extrême droite en France, de passer par l'humour. Jean-Marie Le Pen l'a fait aussi pendant très longtemps. Donc Nicolas Sarkozy le fait. Si vous dites les idées au premier degré, qui consiste à dire on veut pas de ça chez nous, voilà, not in my backyard. On fait ça vraiment, on veut pas des immigrés chez nous. Si vous le dites au premier degré d'une façon sérieuse, là vous allez avoir quelque chose de vraiment très dur. Si vous faites ça avec de l'humour, ça passe un peu plus comme ça, on peut s'excuser presque de l'avoir dit, et ça permet de faire passer un message quasiment d'extrême droite, mais d'une manière qui va être codée un peu plus souple, un peu moins polémique, un peu moins dur. Le résultat elle-même, dire qu'il y a une fuite d'eau à partir de gens en parlant de gens qui se noient, c'est juste abominable. Voilà. Je vois, quand il est question d'humour, Pierre Kroll, depuis Bruxelles, vous avez envie de réagir évidemment sur cette petite sortie de Nicolas Sarkozy cette semaine. Si Sarkozy veut se lancer dans une carrière de stand-up et d'humoriste, moi je l'y encourage, comme ça on en sera peut-être débarrassé. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Moi je pratique l'humour, mais pas la politique, je suis candidat nulle part. Donc je voudrais, par mes dessins, lorsque je fais de l'humour, dénoncer quelque chose. Ça ressemble à la même chose et c'est en même temps exactement le contraire. C'est pour soulever les questions, c'est pas pour en apporter des réponses. Moi que je fais des caricatures parfois un peu grave, un peu triste, effectivement, sur la question, mais c'est pas pour s'en marrer, quoi. C'est pas pour en rire. C'est pour appuyer là où ça fait mal. Regardez, on a ressorti un dessin que vous aviez fait pour la Une du Soir, justement sur ce dossier migratoire, avec d'un côté, écoutez, voilà, attendez, on cherche une idée pour que vous n'arriviez pas à partir. Sympa, merci. C'est vraiment la problématique du jour, hein. Mais oui, bien sûr, l'Europe voudrait surtout que ces gens ne partent pas de chez eux. Mais pour qu'ils ne partent pas, il faudrait encore qu'ils soient heureux chez eux. Comme on n'y arrive pas ou on ne le tente même pas, on a pensé même à bombarder, à couler les bateaux des passeurs avant. Et là aussi, j'avais dessiné, est-ce qu'on préfère les couler quand les gens sont déjà dessus ou de préférence avant? J'avais fait un autre dessin assez grave avec des migrants, des réfugiés, au milieu de cette Méditerranée qui disaient, est-ce qu'ils ont décidé quelque chose? Où est-ce qu'on doit mourir finalement? Où est-ce qu'ils veulent qu'on meure? En Europe, au milieu de la Méditerranée, ou chez nous en Afrique. En Belgique, on est confronté exactement au même problème que tous vos autres invités, évidemment, ont cité. On est au milieu de l'Europe, on n'arrive pas chez nous sans passer par d'autres pays, mais on a évidemment un quota à trouver aussi. Et notre ministre chargé des migrations, qui est un flamand du parti nationaliste flamand NVA, très à droite, un ministre qui a déjà été contesté, qui a déjà dû être amené à faire des excuses pour des propos racistes, par exemple, à titre personnel donc, eh bien, il est sur le sujet relativement populaire. Il sait que c'est très démagogique, très électoraliste, très populaire, de dire, vous savez, on ne peut pas prendre toute la misère du monde, vous connaissez la phrase raccourcie, et donc il sait en Belgique qu'il est relativement soutenu. Il y a quand même des réactions de la société civile lorsqu'on voit des expulsions, effectivement. Il y a un homme politique qui est intervenu personnellement dans un avion, par exemple, récemment, et puis nous avons en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas c'est pas le cas dans tous les pays européens, des centres fermés, des centres de détention qui sont dans l'autre sens. Ce n'est pas des centres de détention où les gens attendent avant d'être reçus, c'est plutôt des centres qu'on remplit avec des candidats réfugiés qui ont été déboutés, qui n'ont pas reçu l'autorisation de rester sur le pays et qui ne s'en vont pas. Alors lorsqu'on les débusque, on les met dans ces prisons, appelons ça comme ça, en attendant la première occasion pour les expulser. Voilà la question migratoire qui sera bien sûr au centre du sommet européen qui se tient cette semaine à Bruxelles. On va rester pas très loin de Bruxelles avec, mais écoutez, c'était les images de la semaine, si on peut dire. On regarde ensemble. Voilà, des soldats, des coups de canon, on sentirait presque l'odeur de la poudre. Et oui, pendant 4 jours, la Belgique a commémoré avec les grands moyens les 200 ans de la bataille de Waterloo. Des milliers de figurants et un parterre de têtes couronnées. Waterloo, centre du monde, nous dit Le Soir. Centre du monde, oui, mais sans la France. Pierre Kroll, votre réaction sur ces cérémonies de Waterloo et ces commémorations ?
Alors je peux vous dire, si vous me passez l'expression, qu'on en a bouffé ici, hein, dans les médias. Ça, franchement, ça fait une semaine qu'on est en 1815. Tout le monde en Belgique maintenant connaît Blücher, Grouchy, c'est qui s'est trompé, qui n'est pas arrivé quand il fallait, qui n'a pas pris la ferme qu'il fallait, etc. Combien il y avait de canons, de chevaux, etc. Il faut dire qu'il y avait 60 000 spectateurs pour aller sur place voir les reconstitutions vendredi et encore 60 000 samedi, qui est à peu près 6 000 figurants. On a tous appris ici qu'on ne les appelait pas comme ça, on les appelle les reconstituants ou les reconstitueurs, puisque chaque année ils font la reconstitution des batailles, mais ils étaient particulièrement nombreux cette fois-ci, tellement nombreux qu'il manquait même des reconstituants pour faire les soldats français. Et donc il y a des Anglais, environ 600 Anglais, qui se sont déguisés en soldats français pour rejouer la bataille. Voilà. Mais ce qui nous a amusé et fait rire un peu, excusez-moi de continuer, c'est votre absence, quoi. Parce qu'il y avait quand même là-bas pas moins que le roi des Pays-Bas, le prince Charles, le président allemand, le roi des Belges, le grand-duc de Luxembourg, etc. Et voilà, aucun représentant, je crois que votre ambassadeur est venu prendre un verre, mais il n'y avait pas de représentant de haut niveau. Or, on sait que vous avez un avion qui permet au Premier ministre d'aller voir un match de football à Berlin, mais commémorer ce qui est, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours considéré comme une défaite par la France si vexante qu'elle ne veut plus en parler, ce qui serait un peu bête, parce que ce n'est pas la France qui a perdu en 1815, c'est Napoléon. C'est Napoléon qui était l'homme pourchassé par toute l'Europe. C'est pas la France officiellement qui a perdu cette bataille. Et puis, ou alors est-ce que c'est parce que l'image de Napoléon je sais pas, dans les officiels français, de gauche en tout cas, est plutôt celle du tyran que du grand homme que tout le monde veut encore célébrer aujourd'hui. Je sais pas très bien. On n'a pas très bien compris parce qu'on a eu fort peu d'explications sur l'absence quasi totale des Français. Pierre, alors je vais poser la question à nos participants en plateau dans Kiosque. Il y a eu pas mal de réactions dans la presse française, notamment dans l'Express. Christophe Barbier, directeur de l'Express, dans son édito, lui estime que cette commémoration, c'était une manifestation publicitaire de la monarchie, fût-elle parlementaire, contre la République. La France a eu raison de la bouder. Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes d'accord avec ça ? Je crois surtout que François Hollande n'avait pas du tout envie d'être associé à l'image de Waterloo, une défaite majeure. En plus, il y aurait des comparaisons assez malvenues avec Napoléon, donc ça n'aurait pas été c'est pas une bonne idée qu'il y aille. Après, effectivement, on n'a pas de monarque, on n'a pas droit à sortir pour ce type de commémoration. C'est une idée à réfléchir. François Hollande, il aime bien plutôt les cérémonies de commémoration. Oui, il aime beaucoup les cérémonies de commémoration, mais il faut quand même pas exagérer. Waterloo, c'est une vraie défaite pour nous. Il y a eu Austerlitz. Nous, si on célèbre Austerlitz, on est d'accord, on vient demain, on prend l'avion. Mais pour Waterloo, c'est quand même le symbole de la défaite. Voilà. En 2005, il y a eu une polémique aussi autour d'Austerlitz. Donc on a un petit peu de mal en France avec notre histoire. On aurait dû y aller, en revanche, ça c'est incompréhensible. Et il y avait une polémique là-dessus et on avait dit, oui, là il aurait dû y avoir des officiels français. Mais une défaite majeure, on laisse les gagnants célébrer entre eux. Voilà. Il faut croire que cette blessure-là n'est pas résolue, contrairement aux blessures de 39-45, où on arrive à venir quand même. Voilà. Alors, c'est amusant quand même. La bataille de Waterloo a pris aussi des allures symboliques et politiques assez particulières, justement, dans ces temps où l'Europe se cherche un nouveau souffle avec ce défi migratoire dont on parlait il y a un instant, mais aussi avec ces menaces de Grexit ou de Brexit. Un rappel historique qu'a tenu à faire justement votre Premier ministre, Pierre Kroll, Charles Michel. On l'écoute. C'est ici, à Waterloo, que triompha pour la première fois le concert européen. Les alliances nouées au Congrès de Vienne ont consacré la plus longue période de paix, 50 années que le continent n'avait connue jusqu'alors. L'épopée napoléonienne, ce n'est pas seulement la conflagration entre les grands États-nations, c'est peut-être surtout une première ébauche de cette idée européenne. Voilà, Waterloo, première ébauche de l'idée européenne. Pierre Kroll, une petite réaction à cette déclaration de Charles Michel ? Oui, je trouve important. Je n'ai pas l'habitude de soutenir mon Premier ministre. Je le dessine régulièrement pour m'en moquer. Mais ce qui a été dit là est en contradiction avec ce qu'a dit votre autre invité. Ce n'était pas les monarchies contre la République. En 1815, que je sache, c'était l'Empire. Napoléon, c'était l'Empire contre une monarchie, par ailleurs, plutôt pacifiste. Donc je crois que, justement, ce qui peut ressembler à une esquisse de construction européenne,
européenne n'était pas du côté français. Combien de fois j'ai entendu dire que Napoléon avait préesquissé l'Europe, et même l'euro, par exemple, la monnaie européenne. Oui, bien sûr, une Europe à 100% française. C'était l'hégémonie française qui était battue en brèche. L'Europe d'aujourd'hui, malheureusement, il y a ce siècle de guerre des nations, mais l'Europe ressemble plus à celle, comme l'a dit mon Premier ministre, qui était en face de Napoléon. Et juste un dernier petit point là-dessus, la France était quand même bien représentée parce que le reconstituant qui jouait Napoléon Bonaparte, un avocat français, M. Sanson, était très sympathique. On l'a vu beaucoup dans les médias et il était au second degré en permanence. Par exemple, en ne dévoilant pas jeudi quelle était sa tactique pour battre Wellington vendredi. D'accord. Et rassurez-nous, il était donc bien français, celui-là. Oui, il était bien français, très bon cavalier et très sympathique. Alors, Waterloo, qui a permis de créer l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Lucas? Ça a été le début de l'histoire européenne? En quelque sorte, parce qu'ensuite on a eu 50 années de paix. Mais je ne sais pas si on peut faire des comparaisons avec ce qui s'est passé 200 ans avant et dire, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, à l'époque c'était comme ça, donc les choses sont les mêmes. Non, c'est pas la même. Au-delà de Waterloo, il y a surtout l'image de Napoléon. Ce Napoléon, finalement, voilà, il a été battu à Waterloo. Voilà, il a été battu. Et c'est vrai qu'on se posait aussi, j'ai regardé un peu la presse roumaine avant de venir, on se posait aussi un peu la question, pourquoi la France a du mal avec cette commémoration alors que c'est un pays de commémoration? On commémore beaucoup ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, mais dès qu'on va plus loin, c'est plus compliqué. Est-ce que, nous aussi, nous sommes dans un pays qui a des problèmes avec le passé un peu plus récent, et là je me réfère au communisme, mais est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus réfléchi dans la classe politique française et dire, voilà, on va quand même être représenté, on va avoir un discours. On a un problème avec Napoléon, c'est que Napoléon, ça a été pour nous quelqu'un qui a fait des choses positives, qui était le code civil, structurer la société, définir le droit dans le mariage, hors du mariage, des choses, mettre des préfets un peu partout. Non, mais il a ramené l'esclavage. Mais il a effectivement une. Non, mais par ailleurs, vu de l'extérieur, on a tout à fait conscience que cette chose qui nous fait aimer les leaders charismatiques, les sauveteurs, les Sarkozy 2007, ou voilà, les gens qui se présentent comme des messies, on aime bien ça en politique française. Tout ça, c'est un héritage de Napoléon. On appelle d'ailleurs ça le bonapartisme. Le truc, c'est qu'on a bien conscience que de l'extérieur, que c'est un dictateur, d'une certaine façon, le premier dictateur dans la perception extérieure des choses. Voilà, c'est pas juste un homme politique admirable. Voilà. L'héritage de Napoléon sur le continent africain, il y a eu d'autres personnes qui se sont pris pour des Napoléons. Dans mon pays, notamment, on a eu l'empereur Bokassa, qui était un grand fanatique de Napoléon, qui s'est fait couronner empereur vraiment à l'image de Napoléon, qui voulait lui ressembler. Et donc, aujourd'hui, justement, l'Afrique fait face à des hommes forts qui veulent diriger d'une main de fer. Changer les constitutions pour pouvoir se représenter aux élections. Et justement, comme on en parlait tout à l'heure, l'Europe, si vous voulez, l'Occident est dans une dynamique planétaire, mondiale. Elle ne peut pas résoudre son problème elle-même, en se mettant... Juste un exemple, heureusement que le Maroc n'a pas connu les joies du printemps arabe. Sinon, l'Espagne aussi allait faire face à l'afflux des réfugiés, comme connaît donc la péninsule italienne. Donc, si vous voulez, l'Europe ne peut résoudre ses problèmes qu'en se mettant dans une dynamique planétaire. De toutes les façons, même sur le marché international, c'est les pays occidentaux qui définissent les règles et tout. Mais autant régler tous ces problèmes à la base. Je me réfère au dessin tout à l'heure, rester là-bas et attendez, enfin. Comment concevez-vous que l'Europe veut donner 300 millions à un monsieur comme Afewerki, le dictateur érythréen, pour qu'il puisse trouver des moyens de ne pas faire partie des réfugiés? Vous renforcez un régime totalitaire qui est une prison à ciel ouvert, vous lui donnez les moyens de renforcer sa prison encore davantage. Donc je pense que l'Europe devrait revoir un peu sa politique mondiale
pour s'éviter un certain nombre de soucis. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec Johnny, parce qu'en plus, l'opération Mare Nostrum avait commencé avec le grand naufrage des Érythréens, en fait, en 2013. Et c'était étonnant qu'en Érythrée, les familles ne savaient pas ce qui s'est passé, parce que c'est tellement fermé, ce pays, c'est tellement... donc, il y a un total blocage de communication qui fait... Internet voilà, et tout, qu'ils ont su, d'ailleurs, il y a une radio qui est sur Paris, qui donnait la communication, une radio presque clandestine, dont les fréquences étaient transmises en Érythrée, mais de façon clandestine. Et pour revenir à Napoléon, il y a eu un Napoléon italien ou pas? Non, bien sûr, Napoléon a beaucoup cassé les pieds des Italiens. Il a détruit une partie de vos villes, quand même. Oui, absolument. Mais alors, il faut dire qu'on a absolument rappelé le Waterloo, mais surtout cette année, c'était aussi le bicentenaire de l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Donc, comme nous, on préfère l'amour à la guerre, ou au moins on y essaye, on a rappelé cette histoire d'amour entre Napoléon et Maria Walewska. Il y a eu même des livres qui sont sortis sur cet argument. Donc, beaucoup plus que une Waterloo. Vision plus romancée de plus romancée. De en plus, Napoléon, c'est vrai qu'il avait envahi, il y avait la République cisalpine. Hein. Malgré ça, on nous a laissé un musée d'art égyptien qui est le deuxième après le Caire à Turin. Donc, c'est grâce aux forces napoléoniennes. Je vais dire, mais on avait cette sorte d'habitude avant l'union de l'Italie à l'invasion étrangère. D'ailleurs, un célèbre proverbe italien qui dit Franco-Espagne, France-Espagne, pourvu qu'on mange. Donc, comme si on avait, disons, essayé d'exploiter ce qui amenait les étrangers pour pouvoir survivre, pour pouvoir surmonter. C'est marrant l'histoire, par contre, de la pièce de monnaie de Waterloo qui a été refusée. À l'origine de la fâcherie entre Bruxelles et Paris, il y a eu cette histoire de monnaie, de monnaie à 2,50 €. On en reparlera peut-être avec Pierre dans une minute. Hein. Oui. C'est assez innovant, une pièce d'euro à 2,50 €, siglée Waterloo, qui avait C'est la même plus, histoire qui avait eu lieu, l'Italie s'était battue pour ça, pour annuler cette proposition de pièce de monnaie sur la bataille de Marignan. Parce qu'en fait, c'est là que François Ier était arrivé en Italie. C'était la défaite du duc de Milan. Et donc, c'était la défaite en quelque sorte de l'Italie. François Ier, en plus, avait embarqué dans ses bagages Leonardo da Vinci. Donc, on était aussi privé d'un grand artiste. Et donc, ils n'avaient pas trop apprécié qu'il y a eu cette proposition de monnaie qui, effectivement, a été annulée. On n'aime pas célébrer les défaites en fait nationales. Hein. Il faut quand même expliquer à Pierre Kroll qu'en France, on est comme tout le monde. On n'aime pas célébrer les défaites. Voilà. Pierre Kroll, c'est pas mal cette pièce à 2,50 €. Je ne sais pas si vous avez pu vous en procurer une déjà. Non, elle vaut d'ailleurs beaucoup plus cher que ça déjà, puisque ce n'est donc pas une pièce qui a cours. Mais il faut rappeler, parce que j'ai entendu sur certaines radios françaises l'histoire racontée sans raconter le premier épisode, et on disait que les Belges étaient avec beaucoup d'humour, etc., comme vous nous connaissez, mais un peu fourbe aussi, d'avoir sorti cette pièce de 2,50 €. Il faut dire qu'on avait d'abord proposé de faire une pièce qui avait cours, avec dessus la butte de Waterloo. Donc c'est pas là une commémoration, c'est un rappel simplement de l'histoire et d'un endroit important en Europe qui est Waterloo. Et c'est la France qui n'a pas voulu que cette pièce y court, donc comme l'Italie pour Marignan. Et ça, je trouve ça un peu idiot. Bon, l'absence de Hollande ou de Valls à Waterloo l'autre jour, franchement, je voulais vous taquiner un peu avec ça, mais je peux très bien comprendre qu'en politique interne, on choisisse de ne pas faire ça. On ne va pas généralement assister à un match de football quand on sait qu'on a de fortes chances de le perdre. Et comme souvent ils sont arrangés, d'ailleurs, on peut n'y aller que lorsqu'on est sûr de gagner, mais je ne ferai pas d'allusion à un match contre l'Ukraine. Mais je comprends que vous ne soyez pas venu. Par contre, sur la pièce de monnaie, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on se batte à coups de nationalisme pour décider ce qu'on peut mettre sur les pièces de monnaie européennes. Si Waterloo n'est pas un lieu important en Europe, alors j'en connais pas beaucoup. Allez, on poursuit Kiosque avec cet autre temps fort cette semaine. Un discours très engagé, comme à son habitude, du pape François, mais cette fois-ci sur un sujet qui n'est pas forcément, à première vue, en tête de liste des préceptes de la religion catholique. Eh bien, il s'agit d'écologie. Notre maison commune est abîmée. Et cela affecte chacun d'entre nous, en particulier les plus pauvres. J'en appelle dès lors à la responsabilité de tous. Je vous invite tous à demander le pardon de Dieu pour les personnes et les institutions qui ferment la porte à ces gens qui cherchent à être protégés.
Voilà un double message donc, dans ce discours cette semaine du pape, avec ce message en rapport avec cette crise migratoire, mais donc surtout cette encyclique qui est donc sortie jeudi, Laudate Si, c'est son titre, 200 pages, un livre traduit en 8 langues et surtout accessible sur Internet. Une belle opération com, en tout cas sur les réseaux, avec des citations tweetées toutes les 20 minutes par le Vatican. Le chef de l'Église catholique qui prône donc une justice climatique et une justice sociale indissociable selon lui. Moins de consommation, décroissance. Évidemment, dans la presse, ça donne des jolis titres. Tu ne pollueras point, nous dit Libération. Ou encore autre une qui nous vient également, cette fois-ci plutôt d'Allemagne, la une du Taz, Eco et Orbi. On s'amuse autour de ces déclarations du pape. Et pourtant, on sent que ce plaidoyer va bien au-delà du religieux. Le pape va-t-il sauver la planète, s'interroge certains. Qui veut répondre à cette question? Allez, Eva. Oui. Alors, évidemment, à Famille chrétienne, pour traduire le titre de votre magazine, on a suivi de près ce qui a été dit dans cette encyclique. Absolument. Alors, déjà, c'est pas incohérent parce que tout le monde dit mais de quoi il se mêle? Pourquoi le pape parle d'écologie? Alors, deux raisons. Bien souvent, les encycliques sont inspirées par des faits d'actualité. Je rappelle une parmi 1000, celle de Jean 23 sur les problèmes entre Est et Ouest à l'époque du rideau de fer. Et il y en a eu bien d'autres. Et donc, en ces moments d'actualité, c'est aussi l'écologie. Donc, c'est un peu logique que le pape dise son avis là-dessus. Et la deuxième raison pour que c'est important, Laudato Si, c'est le début del Cantico delle Creature, que c'était le poème de Saint François d'Assise. Or, le pape François, bien évidemment, a pris le nom de François d'Assise, qui était donc le saint des pauvres. Et qui c'est qui va payer en premier pour le dérèglement climatique? C'est les pauvres. Donc, il y aura des millions de personnes qui seront déplacées, qui arriveront comme migrants à cause des dérèglements climatiques, des typhons, des inondations et tout ça. Donc, c'est plutôt logique qu'il ait pris la parole parce qu'il ait tiré la sonnette d'alarme là-dessus. C'est pas du tout illogique. En Roumanie, est-ce qu'on a suivi de près cette annonce du pape, cet appel à l'écologie universelle? On suit ce pape depuis qu'il a été intronisé parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien en Roumanie. Bon, la Roumanie est un pays chrétien, comme vous le savez, mais chrétien orthodoxe. Donc nous avons un patriarche. Les Roumains ont un patriarche. Et il y a eu, par rapport à ce que vous disiez, il y a eu quand même une surprise de voir qui s'intéresse à l'écologie, mais ça n'a duré que très peu, et puis ils se sont demandé, les journalistes roumains, les journaux roumains, ils sont allés un peu plus dans la profondeur, ils ont trouvé un peu les mêmes explications que vous donniez. Donc ce n'est pas surprenant finalement que ce pape s'intéresse à l'écologie, surtout que les grandes migrations, parce qu'on parle toujours de migration, les grandes migrations vont avoir comme cause les changements climatiques. Sur le continent africain, évidemment, le pape François reste très suivi, j'imagine. Et cette cause climatique, environnementale, c'est aussi une des premières causes en Afrique, l'inquiétude en Afrique. Je pense que l'intervention du pape va changer quelque chose dans la lutte contre le dérèglement climatique, le réchauffement climatique en Afrique, parce que jusqu'à un passé récent, on ne s'intéresse pas vraiment à ça, même si le continent est fortement touché par la déforestation et tout. Vous pensez que ça peut vous provoquer une sorte de prise de conscience? Évidemment, parce que le pape, c'est quelqu'un de très écouté en Afrique. L'Afrique est un continent très chrétien, très catholique. Et si c'est le pape qui dit ça, justement, ça va avoir de l'écho, que ce soit dans les églises, dans les familles. Et je pense que ça peut donner ça peut booster justement l'écologie. Si plus d'1 milliard de catholiques se transforment en 1 milliard d'écolos, voilà, ça donnerait un coup de pouce à la planète, à la préservation de la planète. Philippe, vous êtes chroniqueur, mais vous êtes aussi dans la communication politique. Là, c'est un joli coup de com' quand même de la part du Vatican et du pape. On sait que son compte Twitter est l'un des plus suivis après celui de Barack Obama. Ses tweets toutes les 20 minutes... Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est un très très bon communicant, le pape François. Depuis son arrivée, on se souvient du ballet des hélicoptères dans le ciel du Vatican. Il y avait des deux papes finalement qui se croisaient. C'est quelque chose qui est... il a toujours su maîtriser sa communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se saisit de tous les sujets d'actualité, les uns après les autres. Et il essaie de donner un début de conscience chrétienne, évidemment, mais européenne. C'est-à-dire que sur des sujets comme l'écologie, l'immigration, là où l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix et avoir une espèce de vision morale des choses, d'aller au-delà du compte
contingent. Le pape, et c'est c'est pays très du Nord et paradoxal. pays du Sud. Hein, Oui, c'est ça. fait... Il essaye de donner une vision non contingente. Il essaie de rappeler des valeurs. Donc il dit qui pleure pour eux quand il parle des migrants. Il a été le premier à le faire quand ça faisait pas du tout la une des journaux. Et sur l'écologie, il parle de la pauvreté. C'est vrai, il parle de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il dit les pauvres aujourd'hui, il y a peut-être une distribution différente de la croissance à faire. Peut-être que nos pays devraient croître moins et qu'on devrait permettre à d'autres pays de croître pour essayer d'équilibrer les enjeux écologiques d'une façon humaine. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que quand on a des gouvernements comme les nôtres qui finissent par être sous pression tellement de l'extrême droite qu'ils n'osent plus affirmer des valeurs humanistes simples, basiques, on a envie de dire, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui le fait. Voilà. Et je ne suis pas catholique, hein, je suis aussi chrétien orthodoxe. Donc voilà, je le dis en toute... œcuménisme. Alors, à Bruxelles, Pierre Kroll, vous aimez bien, je le sais, dessiner tous les papes, ceux qui se suivent et qui se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Alors ce pape François en pape écolo, comment vous le dessineriez ? Mais je pense qu'il y a quelque chose de légitime à ce qu'il fait, parce qu'on a souvent trouvé, comment dire ça, très chrétien d'exploiter, voire de surexploiter les ressources naturelles, parce qu'on nous a toujours dit que Dieu nous avait donné la terre, les animaux, les végétaux, etc., pour que nous nous en servions comme nous voulions. Donc je pense que c'est bien de corriger ça. La multiplication des pains, tout ça, oui, et puis l'homme, finalité de la création. On devait souvent aller chercher chez des penseurs, je sais pas moi, indiens d'Amérique du Nord ou sorciers africains, je sais pas, le respect de la nature, d'une nature égalitaire, et que le pape mette les choses un peu au point là-dessus, c'est une petite révolution, c'est vrai. Et puis ce qui est toujours intéressant quand même dans des paroles papales, si je puis dire, les choses comme ça, c'est qu'elles apportent une espèce d'objectivation. Alors bien sûr, c'est le chef d'une église, et sur des propos religieux, il est loin d'être objectif, il est le chef de son église. Mais par rapport à des questions d'écologie, par exemple, ce n'est pas un chef d'État, à part le Vatican, enfin c'est pas un État majeur dans le monde, ce n'est pas un homme d'affaires. Et vous savez, ces réactions-là ont provoqué dans une certaine presse américaine des réactions beaucoup moins sympathiques que celles de nous tous ici. Hein. Je crois que Fox News a dit que c'était devenu un des hommes les plus dangereux au monde avec des propos pareils. Il l'a classifié comme le plus chrétien, enfin catholique, oui, ils disent que c'est le plus dangereux au monde, oui. où il lui manque que les dreads et un chien pour être un révolutionnaire. Donc c'était assez fort, mais en même temps c'était Fox News, hein, donc il faut prendre. En même temps, sur la question de l'avortement, etc., rien de nouveau. Rien de nouveau. D'ailleurs, il ne parle pas que d'écologie dans cette encyclique, donc il a rappelé quand même à jour des thèmes, les interdits qui restent propres d'actualité pour l'Église catholique en tout cas. Et il y a eu un petit scandale quand même, parce qu'il y a un journaliste italien de l'Espresso qui était banni de la salle de presse Vatican parce qu'il a osé publier avant l'heure. Il y a eu des fuites sur les contenus. La veille de la publication. Donc voilà, il faudra voir les prochaines classements de Reporters sans frontières où en est le Vatican, parce qu'en fait, il a exclu ne traite pas bien les journalistes. Voilà. Dernier thème à présent dans ce kiosque de ce dimanche, avec tout d'abord ces quelques images. On part en Italie, justement. Et oui, voilà, à l'image, c'est Madame Renzi avec sa fille. C'est l'heure du goûter, visiblement. Cette scène a tourné en boucle cette semaine sur les écrans de télé italiens. Il s'agissait de déguster une crêpe garnie de pâte à tartiner. Il fallait donc défendre devant les caméras du monde entier une cause nationale, cette certaine pâte à tartiner nationale italienne, un pot connu de tous à travers la planète. Véritable patrimoine de l'Italie. Une pâte qui a été attaquée, injustement ou pas, d'ailleurs cette semaine, par la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, qui en a fait une tartine avant de faire tartine arrière, machine arrière. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon, le Nutella. Ben oui, mais il ne faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres, et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. Je ne veux pas polémiquer, voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit communiqué par Twitter, en lui donnant les excuses qu'il me demandait, en disant regardons ensemble les progrès qui ont été accomplis. Voilà, mais n'en faisons pas non plus... Voilà, c'était des propos tenus dans une émission qui se veut un peu humoristique, mais je comprends que ça ait pu, soulever un certain nombre de troubles, donc je veux éteindre la polémique.
Voilà, excuse tweetée, faute pardonnée, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de bruit cette semaine sur les réseaux sociaux italiens. Ça a failli tourner à la crise diplomatique avec l'Italie. Elle essaie de minimiser, mais c'est quand même incroyable qu'un ministre d'une république invite avec nonchalance au boycott d'un produit, d'une filière qui emploie des milliers de personnes, en France aussi, et que le fasse comme ça. Et d'ailleurs, elle a bien démontré un manque de sérieux, parce que dans le tweet qu'elle a fait le jour d'après, elle s'est excusée et elle a dit, bah oui, avouons les progrès, parce qu'il y a déjà cette polémique de l'huile de palme et de cette pâte à tartiner, ça fait des années qu'il y a, et Ferrero a répondu, en fait, avec une traçabilité des produits. Il a adhéré à la table ronde pour la production durable de l'huile de palme. Après, on peut discuter sur l'efficacité de cette table ronde, oui. Mais en même temps, voilà, l'huile de palme, c'est pas employé que par cette société, c'est employé par l'industrie alimentaire à 80%, c'est employé par l'industrie cosmétique, par les biodiesels. Je veux dire, c'est pas que cette pâte à tartiner qu'utilise l'huile de palme. Donc cette attaque frontale dans une situation hors contexte, hors preuve, c'est assez incroyable. Alors la palme des reculades, nous dit l'Obs, le Waterloo de Royal, nous dit encore rue 89. Évidemment, les éditorialistes s'en sont donnés à cœur joie cette semaine. Hein. C'était du pain béni, de la tartine bénie, je ne sais pas. Philippe, là, pour le coup, un mauvais coup de com'. Oui, c'est un très mauvais coup de com'. C'est un symbole national en Italie. Le Nutella, je crois on comprend pas ça depuis la France, mais quand on va en Italie, on peut acheter des desserts au Nutella dans les pâtisseries. Donc c'est pas du tout comme ça en France, évidemment. On révère le non-industriel. Là, c'est un symbole national. Et je crois qu'elle n'a pas mesuré qu'elle s'attaquait à une industrie, symbole national italien, et au fait, un employeur en France aussi qui a 3000 employés en France. Donc c'est quelque chose qu'elle n'avait pas mesuré probablement. On lance pas une polémique comme ça à la légère. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle ait fait des excuses. Alors moi, je pense que si on fait une démonstration comme ça, il faut maintenir son propos. Il faut aller jusqu'au bout en disant, voilà, j'ai eu raison de le dire, il faut rester droit dans ses bottes. Le fait qu'elle ait fait une reculade, ça donne vraiment l'impression qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et qu'elle a juste voulu faire une blague. Et on ne peut pas faire ça quand on est Ségolène Royal. Je crois qu'il y a Pierre Kroll qui veut intervenir. Pierre, votre réaction par rapport à cette pâte à tartiner? Vous en mangez aussi en Belgique? Ah, elle est très populaire en Belgique. Je ne vous dis pas combien de pots j'ai chez moi comme ça, mais pas pour moi. Moi, je ne l'aime pas, je la trouve trop sucrée. Oui, je pense effectivement que ça manquait beaucoup de sérieux de Ségolène Royal. D'ailleurs, elle a dit que c'était dans une émission, Le Petit Journal, qui n'est pas fait pour être tout à fait sérieux, parce que c'est le problème des marques phares, quoi, des symboles. Nutella, tout le monde sait qu'ils utilisent de l'huile de palme, c'est pas nouveau. Il y a un moment qu'on le leur reproche, et ils le savent tellement bien qu'ils font effectivement partie d'une table ronde avec d'autres utilisateurs d'huile de palme qui tentent à produire, enfin encourager la production d'huile de palme durable, enfin appelez ça comme vous voulez, comme on le fait un peu pour tout. Vous savez, l'industrie du papier, maintenant, en tout cas dans le nord de l'Europe, se fait de façon tout à fait gérée écologiquement. Donc c'est peut-être faisable un jour pour l'huile de palme aussi, parce que c'est vrai que la déforestation est catastrophique. Moi, j'ai survolé Bornéo, Sumatra et tout, c'est absolument monstrueux de voir comment on rase tout pour planter tous les 3 mètres un palmier à huile. Maintenant, je pense qu'elle s'est un peu trompée de cible. Il fallait avoir un propos plus construit, plus global. Et derrière ça, ce qui m'énerve toujours un petit peu, et comme ça notre émission est assez cohérente, c'est que c'est ces nationalismes exacerbés. Voilà, je ne peux pas rappeler Waterloo aux Français, Ségolène ne peut pas parler de Nutella aux Italiens. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faudrait prendre un peu plus à la légère. Pour parler d'huile de palme, Johnny Bissakonou, en Afrique, évidemment, l'huile de palme, ça sert à tout. Hein. Ça sert à tout, un ingrédient essentiel dans la cuisine africaine. On a aussi le vin de palme qu'on consomme beaucoup. Alors, et qui provoque des dégâts aussi sur les forêts. Des dégâts sur les forêts. Moi, en fait, j'ai un problème avec... si vous voulez, c'est le même débat que celui dans la transition énergétique. On a d'un côté les multinationales, toutes ces sociétés industrielles qui mettent en avant l'argument des milliers d'emplois et tout. Mais d'un autre côté, la planète ne va pas prendre soin d'elle-même, quoi. À un moment, il faut penser à laisser une planète vivable aux enfants qui viendront. Je ne sais pas, à un moment, il faut faire le choix de protéger la planète, l'environnement. Parce qu'on sait que l'huile de palme, c'est celle qui coûte la moins chère. Alors,
Après, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur l'utilité, les moyens, les coûts et tout, mais à un moment, il faudrait que la planète prenne conscience de sa préservation. Parole du pape, hein, Johnny. Lucas. Je peux vous dire qu'en Roumanie, on a beaucoup parlé de ce sujet, plus que des propos du pape. Et cela pourquoi ? Parce que Nutella, pour les Roumains, c'était, avant 89, c'était un symbole de la démocratie, si vous voulez, ou du capitalisme qu'on voulait avoir. Donc il y avait quelques marques qui résonnaient fortes et où les Roumains n'avaient pas accès, et c'était Nutella parmi ces marques. Donc je peux vous dire qu'on a beaucoup parlé à cause de ça. On n'a pas très bien compris comment on peut s'attaquer au Nutella, même si on sait très bien des histoires sur l'huile de palme. Ça a provoqué des débats au sein du Parti Socialiste. Il y a une partie des militants du PS qui maintenant a dit on va passer à des alternatives bio au Nutella. Voilà. Il y a Nocciola notamment, pour citer d'autres marques. Voilà. Donc c'est un compromis. On a essayé de pas trop donner le nom de marque, mais bon là, en effet, il y avait une directive aussi qui avait été tentée il y a quelques années par des sénateurs français pour taxer cette huile de palme à 300%. C'était la directive Nutella. C'était la directive Nutella, mais qui n'était pas passée. Donc, ça reviendra peut-être finalement à un faux pas qui peut-être en dit long sur les difficultés. Il y avait beaucoup d'ambientalistes qui disent qu'effectivement, l'huile de palme bio, ça n'existe pas. Parce que de toute façon, la cultivation implique une déforestation, parce qu'elle implique la réduction des forêts, donc un impact sérieux sur la faune sauvage. Donc ça reste quand même un sujet de discussion ouvert. Pierre Kroll, Ségolène Royal, vous aimez la dessiner parfois, ça vous arrive ? C'est un bon sujet. Les caricaturistes n'aiment pas beaucoup dessiner les femmes parce que nous avons quand même un fond de galanterie et que généralement on n'aime pas faire des caricatures trop méchantes des femmes. Elle est plutôt, elle est plutôt jolie, élégante, tout ça. Donc ça se prête moins à la caricature que Nicolas Sarkozy que je brocardais en début d'émission. Mais effectivement, elle sait faire quand même quelquefois parler d'elle pour des bourdes, des dérapages et tout ça qui sont très inspirants pour les caricaturistes, oui. Alors, on va terminer ce kiosque comme le veut la tradition avec, après du Kroll, on a du Dilemme, évidemment, avec ce dessin de Dilemme qui revient évidemment sur ces déclarations de Nicolas Sarkozy cette semaine. Sarkozy compare l'immigration à une fuite d'eau. Bougez pas, je reviens avec un plombier. Il n'a pas précisé si ce plombier était le fameux plombier polonais. Autre dessin de Dilemme cette semaine, alors Waterloo l'a inspiré, notre ami Dilemme aussi. Napoléon seul face à l'Europe, il était très en avance sur son temps. Et là, on reconnaît évidemment quelqu'un qui habite en Grèce avec cette autre question qui secoue l'Europe actuellement, la Grèce qui fait face seule face à l'Europe. Et donc, troisième dessin de Dilemme cette semaine et autre dessin sur la Grèce ruée sur les guichets des banques en Grèce. Les Grecs qui vident leurs comptes, je crois que c'est à peu près 3 milliards d'euros qui ont été retirés au cours de la semaine dans les banques grecques. La Grèce, évidemment, qui sera au menu de ce sommet européen. Il y aura même un sommet extraordinaire dès demain autour de le probable ou possible défaut de paiement de la Grèce. On y reviendra évidemment dans Kiosque. Encore un dessin de Dilemme. 9 Noirs abattus à Charleston, en Caroline du Sud. Ouf, ce n'est pas un des nôtres, dit ce policier américain. On se souvient que les dernières bavures policières contre des Noirs, cette fois-ci, c'est un militant raciste blanc qui a reconnu les faits. Il était à l'origine d'ailleurs d'un site particulièrement raciste sur Internet. Et aujourd'hui, ça s'est passé donc dans une église à Charleston. Aujourd'hui, justement, l'église a été rouverte pour une cérémonie commémorative pour ses victimes. Et puis, un dernier dessin signé Dilemme. Bel Mokhtar n'est pas mort. C'est les 70 vierges qui vont être déçues. Bel Mokhtar, ce chef djihadiste algérien dont on a annoncé la mort lors d'un raid américain mi-avril, est finalement mort démenti par le groupe djihadiste qu'il dirige. Voilà pour ces dessins de Dilemme. Merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour votre participation. Vous pouvez revoir, si vous le souhaitez, cette émission dans son intégralité via les réseaux sociaux. Vous aurez le lien sur notre page Facebook un petit peu plus tard dans la journée, mais aussi directement sur YouTube. On se retrouve sinon ici même la semaine prochaine. Merci et vous retrouvez bien sûr les programmes de TV5 Monde qui vous attendent.